Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Boujna, le PDG d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Vous avez publié, c'était en fin de semaine dernière, vos résultats pour le troisième trimestre. Des profits en légère baisse au troisième trimestre, donc de 5% à 130 millions d'euros. Est-ce que vous estimez largement avoir limité la casse ? Oui, c'était un trimestre où d'ailleurs, vous avez vu sur le marché, nous avons battu de loin les attentes des différents investisseurs. Qui attendaient 111 millions d'euros de bénéfices. Oui, vous avez fait mieux. Beaucoup mieux. Il aime bien faire mieux, lui. On aime bien faire mieux, mais surtout, je crois que ce qu'a démontré ce trimestre, c'est quelque chose d'assez intéressant. D'abord, toujours une très forte discipline sur la gestion des coûts, qui est une attitude qui nous a permis de garantir l'indépendance de l'entreprise depuis 2015-2016. Mais surtout, sur le chiffre d'affaires, nous avons maintenu un chiffre d'affaires stable, en dépit du fait que sur l'activité de volume, de négociation, les volumes ont été en baisse. Alors, il faut m'expliquer. Comment est-ce qu'on a quand on a des volumes en baisse en termes de transactions, vous réussissez à conserver un chiffre d'affaires quasi étal ? La diversification. La diversification est la réponse, puisque notre activité de négociation, le trading... c'est 20% de vos activités sur les actions. Mais là, j'étais sur le cul en apprenant ça. 80% de notre activité est réalisée dans d'autres segments. Pardon, on ne le sait pas assez. On imagine la corrélation très très forte entre les volumes de transactions et votre chiffre d'affaires, non. Parce que nous avons conduit un travail de diversification très intense. C'est quoi ces 80% ? C'est par exemple les activités de post-marché, les activités de compensation que nous réalisons désormais en Italie, les activités de conservation de titres et de règlement livraison que nous réalisons au Portugal, en Norvège, au Danemark et en Italie, les activités de vente de données que nous réalisons sur l'ensemble de nos marchés, les activités de vente de services de technologie, les activités de services aux entreprises, les assemblées générales en ligne, la gouvernance digitale, etc. Donc un certain nombre de choses qui misent bout à bout, les activités par exemple de trading de devises, de change, le Forex, à New York et à Singapour. C'est la négociation, c'est du volume ça quand même. Ça oui, ressemble... oui, mais ce n'est pas corrélé avec les marchés actions. Oui, ça, c'est vrai, ça. C'est même assez souvent complètement décorrélé. Ce fut le cas d'ailleurs au troisième trimestre où les marchés de change ont été très dynamiques. Et l'activité sur l'ensemble des marchés, encore une fois, l'ensemble des cotations, on met de côté tout ce qui est IPO, tout ce qui est négociation, actions, obligations, taux, etc. Ça représente combien ? Parce que les actions, c'est 20, les actions, c'est 20. Les actions, c'est 20. L'ensemble, c'est à peu près 30%. Ouais. Quand on ajoute les taux, c'est-à-dire essentiellement les taux souverains en Italie avec MTS et les taux souverains en Europe qui sont aussi négociés sur la plateforme MTS. On est à 30-35. Je n'ai pas mentionné l'électricité, puisque nous avons une bourse d'échange d'électricité dans le nord de l'Europe, au Royaume-Uni et de plus en plus maintenant au centre de l'Europe, qui est en concurrence avec le business comparable de Deutsche Börse. Donc l'électricité, les devises, les taux, c'est d'autres activités liées au volume, mais au-delà de ces activités liées au volume... Et ça ne pèse que 35%. L'ensemble, oui, même pas. Donc ce qui vous rend un petit peu, ce qui vous immunise, entre guillemets, relativement à hauteur de 2/3 par rapport aux évolutions des transactions. C'est ça qui a changé par rapport à il y a 10 ans ou il y a 5 ans chez par rapport à 2016 ou 2015 quand nous sommes arrivés, c'est essentiellement le gros effort de diversification que nous avons fait. Et qui va se poursuivre. Et qui paye aujourd'hui. Et qui paye aujourd'hui, puisque quand vous combinez le fait que les revenus sont diversifiés et donc qu'on arrive à avoir des revenus stables et une discipline de coûts très forte, on arrive à continuer à améliorer la profitabilité de l'entreprise. Ouais. Et en même temps, le cours baisse de 30% depuis le début de l'année. C'est 50% de hausse sur 3 ans, il faut quand même le rappeler. Mais depuis le début de l'année, c'est de moins de 30%. Comment on explique, au vu de tout ce qu'on a dit là, la résilience, la résistance, etc. Oui, 50% de hausse sur 3 ans et surtout un triplement de l'action depuis l'IPO en 2014-2015. Oui, Donc, parce que c'est-à-dire que l'action a beaucoup augmenté, on reste l'activité, l'entreprise du secteur qui a eu la plus forte rentabilité depuis l'IPO en 2014 et la plus fort retour pour les investisseurs. Non, depuis le début de l'année, il se passe plusieurs choses. Vous avez un certain nombre Le SBF fait moins 10. Vous faites moins 30. Voilà. Moins 25, peu importe. Ouais. On fait moins bien que le SBF pour pour 2 ou 3 raisons très simples. La première, c'est on a quand même beaucoup d'investisseurs américains qui sont majoritaires sur notre titre, qui réallouent stratégiquement leurs actifs de l'Europe vers les États-Unis. Ouais. L'outlook pour l'Europe est moins bon que pour les États-Unis. Donc ça fait partie d'un certain nombre d'investisseurs. Le deuxième, c'est pour tout le monde, ça. Le deuxième, c'est que nous sommes dans le secteur moins exposés aux taux et à l'augmentation des taux d'intérêt que d'autres. Certains de nos concurrents ont des activités qui bénéficient beaucoup plus de la remontée des taux d'intérêt, ce qui n'est pas notre cas puisqu'on a une
Notre activité de clearing, pour le moment, reste encore faible par rapport à ce qu'elle est pour certains de nos concurrents européens. Ok. Et la combinaison de ces deux facteurs, plus le fait que probablement les marchés ont été habitués à ce que nous faisions une grosse opération chaque année de M&A, Oui. et est-ce qu'il y a une sorte d'optionnalité oui. du M&A dans le cours d'Euronext. Cette fois-ci, comme on est en train d'intégrer Borsa Italiana, l'optionnalité du M&A apparaît moins tangible tout de suite demain, et donc ça peut-être conduire certains investisseurs à attendre. D'autant plus qu'on a le plus gros morceau des synergies liées à l'intégration de Borsa Italiana qui vont se produire là, dans quelques mois, en 23. En mars 23, nous migrons. Là, on est à 20-25 millions, j'ai vu les chiffres. 25 millions sur 100 millions, mais le plus gros paquet des synergies, le bridge le plus important entre les 25 millions qu'on a déjà délivrés et les 100 millions, est pas d'avenir dans pas longtemps, est à venir en 23. Donc mais 23, c'est l'année du retournement. C'est toujours le débat, est-ce que c'est déjà dans le prix ou pas encore? Je crois qu'il y a les deux. Il y a bien sûr, toutes les informations sont publiques. Nous allons délivrer au total 100 millions de synergies d'ici la fin 2024. Le marché le sait. Certains attendent pour entrer que ça soit plus tangible et attendent probablement le début de l'année 2023. Donc pas plus inquiet que ça sur l'évolution du cours de bourse? Non, c'est toujours une frustration parce que ça permet moins des mouvements agiles que quand le cours était à 105 € l'année dernière. Mais je ne suis pas inquiet parce que l'entreprise est plus forte aujourd'hui qu'il y a un an. Elle a réduit significativement son endettement. On est à 2 fois l'EBITDA, un peu plus de 2 fois l'EBITDA, enfin 2 fois net dette sur EBITDA, pardon. Et donc on est dans un environnement où les perspectives de développement d'entreprise qui maintenant ont un chiffre d'affaires qui approche 1,5 milliard sont extrêmement fortes. Et donc il y a un peu de roulis sur le cours de bourse. Mais ce qui est important, c'est qu'on continue à être très discipliné sur les coûts, très ambitieux sur la croissance. Et je ne suis pas du tout inquiet sur la poursuite de notre développement non organique et de futures acquisitions. Bon. Sur les IPO, un petit mot quand même. C'est une annus horribilis. Hein. Non, c'est pas une année horribilis. C'est une année qui est moins bonne que 21, parce que 21 avait été meilleure que 2018 et 2019. Ben voilà. Ouais. Et même 20. On a tort de regarder 2021 en fait. 2021 avait été une excellente année, mais pour vous donner un ordre de grandeur, on est je crois à 26 IPO en France depuis le début de l'année. En 20, il y en avait eu 23 sur l'année, 20 en 2019. Donc c'est l'année 21 qui avec 66 IPO qui était exceptionnelle. Ouais. Donc 212 IPO sur tous les marchés Euronext, c'est exceptionnel en 2021, mais une 70 IPO, 65 IPO, ou listing en tout cas cotation en 2022, ça n'est pas une mauvaise année. C'est une année moins bonne que 21, mais ça n'est pas une mauvaise année. Ouais. Après, c'est vrai que c'est rare de voir sur les marchés financiers à la fois les actions et les obligations la même année être dans le rouge en même temps de manière significative, entre 10 et 15% entre les marchés actions et les obligations souveraines ou même corporate. Et c'est vrai que ça, c'est assez. En général, il y a toujours une espèce de diversification, de pondération entre l'un et l'autre. C'est pas le cas. C'est ce qui fait que 2022 est atypique et dans le rouge. Bien sûr. Ouais. Non, c'est la spécificité de la rencontre d'un tassement des résultats des entreprises, prévisibles en tout cas, encore qui se tiennent pour l'instant. Il faut modérer les choses parce qu'on oublie toujours dans le climat un peu perplexe qui caractérise les dernières semaines qu'on a quand même un CAC à 6400 points. Oui. Et pas inutile de rappeler qu'avant le Covid, le CAC il était entre 6000 et 6100. Donc on a des perspectives dans les valorisations des entreprises qui sont supérieures à celles qu'on avait avant le Covid. Avec une guerre en Ukraine et avec des Fed et des taux qui remontent. Donc, mais des résultats qui jusqu'à présent tiennent bien, c'est les juges de paix au final, les résultats. Les résultats et puis quand même la perspective de taux et de l'inflation. Les marchés ont besoin de savoir et on ne sait pas si on est dans une bosse d'inflation comme le disent certains banquiers centraux ou si on est quelque chose qui va s'enquister au-dessus du single middle digit. C'est la question à $1 milliard, ça. Et en même temps, on voit des banques centrales, Stéphane Boujnah, qui tapent fort, c'est le mot quand même qui convient, des hausses de 75 points de base, mais c'est la contrepartie du fait qu'il y a eu un petit retard à l'allumage en matière de hausse de taux. Et donc, elles tapent fort et ça pourrait continuer quand même. Hein. C'est là où tout simplement parce que les taux d'intérêt nets d'inflation restent les taux d'intérêt réels, ou nets d'inflation, pour parler en langage plus commun, sont encore négatifs ou faibles.
L'inflation est à 6, les taux... Alors ça dépend quelle inflation vous prenez. Oui. Si vous prenez l'inflation spontanée ou ce qu'on appelle les anticipations Oui. d'inflation des agents économiques, où là on est plutôt sur 3%, Voilà. non pas sur du 8. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore du chemin pour que ces taux d'intérêt aient un effet effectivement mordant sur l'inflation. Donc il faut probablement se croire à Mme Lagarde quand elle dit que ça va continuer. Donc les banques centrales ont raison de taper Non. fort. Je n'ai pas dit que... Non, attends. Il y a un risque inflationniste. Ce que j'exprime, c'est juste la conviction que l'action des banques centrales va nécessiter de la cohérence dans le temps et qu'elles ont l'air déterminées et qu'il faut croire ce que dit Mme Lagarde. La question de savoir si c'est bien ou si c'est mal, si elles ont raison de le faire ou pas, ce n'est pas mon sujet. Les banquiers centraux, ils doivent faire un arbitrage entre est-ce que je réduis l'inflation au risque d'avoir un peu de récession ou est-ce que je combats la récession au risque d'avoir plus d'inflation. Ils font cet arbitrage, souvent avec des décisions qui sont univoques et successives dans le temps. Pendant de nombreuses années, pour différentes raisons, elles ont privilégié l'encouragement à l'activité, l'alignement avec les politiques budgétaires ou fiscales, et elles ont, de ce point de vue-là, soutenu l'activité. Là, il y a un risque d'inflation qui est plus tangible, elle change d'orientation. Bon, c'est pas à moi de décider si c'est bien ou si c'est mal. Je constate que la priorité des banques centrales, c'est à nouveau de combattre l'inflation. Ouais, c'est leur mandat. Et je constate, c'est leur mandat, et je constate que ça va probablement nécessiter une action cohérente dans la durée. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on soit dans des remontées de taux qui se poursuivent. Donc peut-être une forte volatilité des marchés, parce que si effectivement on manque de visibilité et que le chemin c'est d'autres hausses de taux, peut-être avec des paliers moins importants de 50 points de base et non plus de 75, ça veut dire plus de volatilité, plus d'incertitude. Bon ou pas bon pour Euronext? Euronext, c'est une plateforme qui facilite les échanges. Donc, on a 80% des activités qui sont en dehors des volumes actions. On a des volumes actions qui redeviennent, dans lesquels il va y avoir des rotations, puisque certaines activités, certains secteurs sont plus exposés à l'inflation que d'autres. Certains secteurs sont plus exposés au taux d'intérêt parce qu'ils sont plus endettés que d'autres. Et donc, il va y avoir forcément des rotations d'actifs et des volumes. Et ça, c'est forcément un moment où une plateforme transparente, réglementée, trouve sa place. Mais on est aussi à un moment où l'an dernier, la seule classe d'actifs dans laquelle il y avait du rendement, c'était les actions. Oui. Maintenant, vous pouvez avoir un petit rendement avec les taux. Et donc, il peut y avoir des investisseurs qui arbitrent en faveur des taux contre les actions. Ça peut exister, même si, encore une fois, net d'inflation, les taux rapportent moins que les entreprises de croissance. Et je vous fais réagir, je l'ai fait avec beaucoup de présidents qui étaient là avant vous dans les jours précédents, parce qu'on a eu le gouverneur de la Banque de France qui est venu en exclusivité le lendemain de la BCE nous dire plein de choses, nous expliquer les raisons du choix de la Banque Centrale Européenne, mais nous dire aussi que voilà, nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2 ou 3 ans. Vous y croyez ou pas? Oui, moi je crois ce que disent les banquiers centraux. Ça rend la vie plus simple quand on croit ce qu'ils disent. À tout prix? À tout prix, oui. Un économiste a calculé qu'aux États-Unis, il faudrait accepter une récession de 3% pour que l'inflation revienne à 2%. 3%, c'est violent. Oui, je ne sais pas si on peut transposer le raisonnement ici. Une partie de notre inflation, elle est liée à un segment très particulier qui est celui des matières premières énergétiques. Ouais. Et donc, la Banque centrale a un travail difficile parce qu'il y a des taux d'inflation qui sont très différenciés, mais dans une zone monétaire unique. Donc, ils sont obligés de travailler sur la moyenne. Mais vous savez, dans les pays Euronext, on a une inflation autour de 6% en France et on a une inflation autour de 17% aux Pays-Bas. Ouais. Et donc, il y a des très grandes différences selon la manière dont les différents gouvernements ont décidé d'aider les ménages, en particulier, à payer le prix de l'énergie plus cher. En France, nous avons en réalité une forme d'alignement implicite entre la Banque centrale qui augmente les taux pour combattre l'inflation et le gouvernement qui mobilise des ressources publiques pour réduire le prix de l'énergie. Pour les ménages, vous avez des pays où... Au prix de plus de dettes. Au prix de plus de dettes. Vous avez des gouvernements qui ont décidé de ne pas soutenir le prix de l'énergie pour les ménages, pour différentes raisons locales. Donc, à la main, qui était là à votre place, me disait que c'était bon pour la compétitivité de la France que d'avoir une inflation qui était à 6, là où les autres sont à 10. On gagne 4%. Et donc, oui, je ne suis pas sûr que ce raisonnement
un peu vintage. Par rapport au salaire. Mais parce qu'il fait une hypothèse qui est un peu années 70, que de la transmission presque mécanique entre l'augmentation des prix et l'augmentation des salaires. Parmi les nouveautés de la période dans laquelle on est, c'est qu'on va devoir constater que l'augmentation des prix ne va pas embrayer de manière mécanique avec l'augmentation des salaires comme dans les années 70 ou même 80. Ça, c'est une réalité. Là, on n'est pas dans un rapport de négociation du coût du travail qui est comparable à ce qu'il était à l'époque. Ouais, enfin, tant qu'un taux de chômage qui est relativement faible, enfin, donc plus faible en France que ce qu'il a été par le passé, on voit que le pouvoir de négociation est plus en faveur aujourd'hui, avec fond de tension sur les recrutements. Mais même cela, c'est en train de changer extrêmement rapidement, parce que sur certains secteurs de travail qualifié, je veux dire, l'effondrement d'un certain nombre du secteur fintech, l'effondrement d'un certain nombre de gros acteurs technologiques qui absorbaient avec des rémunérations élevées les talents dans le secteur de la technologie, fait que beaucoup de gens, de manière assez discrète, retournent travailler dans des entreprises plus traditionnelles. Donc, tout à fait un petit sacrifice sur le salaire. Non, mais je veux dire, le marché du travail est en train de changer parce que l'activité est en train de changer. Nous ne sommes pas... Il n'y a pas que le prix des actifs qui s'est modifié depuis un an. Il y a aussi le nombre de jobs disponibles à l'extérieur. Bon, voilà. En tout cas, merci de passer nous voir. Merci. Stéphane Boujna, donc le PDG d'Euronext, invité de la grande interview. C'est en direct et c'est sur Boursorama. Merci. Merci à vous.